que ça sera beaucoup plus, ça sera beaucoup plus les compagnies privées qui vont influer, qui vont vraiment amener tout ce développement-là. C'est quoi? De voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va nous amener vraiment, ce côté-là immersif. Ben, ça va être d'avoir justement cette expérience-là qui va être en 3D, d'avoir ce lien-là qui est beaucoup plus près avec la partie virtuelle et la partie physique. Donc, cet amalgame-là. Donc, on voit que c'est peut-être le défi vers lequel, lorsqu'on va avoir réussi vraiment cette barrière-là ou d'éliminer ou de rendre beaucoup plus flou cette barrière-là, qu'on va avoir réussi. Et ce qu'on voit, c'est que ça va être un environnement où on va pouvoir se divertir, travailler et apprendre. Donc, c'est les trois grandes sphères qui sont présentement les plus répertoriées. Si on regarde où ça va se passer, est-ce que ça va être un seul métavers? Certaines organisations croient que ils vont être en mesure d'avoir un seul métavers. D'autres écrits disent qu'il y aura plusieurs différents métavers qui vont être interreliés. Donc, on va être en mesure de passer d'un endroit à l'autre, de maintenir ou de garder justement notre identité actuelle. Mais est-ce que c'est la bonne réponse? Présentement, je n'ai pas la réponse et je n'ai pas la réponse dans les lectures. Quand ça va être disponible? Peut-être l'élément qui ressort le plus, c'est que technologiquement, en principe, nous serions déjà prêts à explorer et à utiliser beaucoup des technologies qui supportent ou qui vont permettre justement de créer ces métavers. Et vous allez voir peut-être certaines nuances là, qui sont apportées là, par différents différents acteurs du domaine là, des technologies de l'information. Mais vous voyez que le défi reste lorsqu'on va avoir justement cette continuité-là, lorsqu'on va avoir justement ce transfert entre le monde virtuel et le monde réel. Donc, où on commence déjà à voir là, certains produits qui passent d'un domaine à l'autre, mais on a encore du travail à faire pour que ça soit trouvé suffisamment de clients. Comment? Donc, c'est des expériences on va devoir revoir comment les expériences qui sont créées actuellement. C'est peut-être une opportunité aussi pour les organisations de s'interroger sur certains éléments. Donc, est-ce que ça deviendra un autre canal supplémentaire qui s'ajoutera? Est-ce qu'on va commencer avec des éléments qui vont être moins beaucoup plus discrets vers des éléments qui vont être beaucoup plus portés vers cette résidence plus complète dans les métavers. Donc, il risque d'avoir une phase de transition dans laquelle certaines organisations présentement expérimentent. Combien? Un des éléments qui intéresse beaucoup du côté de la littérature académique, c'est combien ça va prendre de temps, puis quels seront les impacts aussi sur l'appropriation justement de ces technologies-là. Est-ce que ça va nécessairement avoir un impact sur la productivité? Sachant que lorsqu'on a l'introduction de plusieurs technologies, il n'y a pas nécessairement la productivité n'augmente pas nécessairement tout de suite lorsqu'elle elle est adoptée, mais plus au cours d'un certain temps. Et ce n'est pas le cas de nécessairement toutes les technologies qui sont présentées. Mais avec la pandémie, peut-être que la donne là, sera changée à ce moment-ci. Pourquoi? Pourquoi on devrait s'intéresser à ce moment-ci au métavers? Puisqu'on est, dans certains cas, plus au balbutiement, il y a encore plusieurs éléments qui restent flous au niveau de comment on va justement rentabiliser, comment les gens vont pouvoir contribuer justement à cet univers-là, comment les gens vont pouvoir amener plus loin ces réalisations-là. Et à la fin aussi, je vous présenterai là, certaines organisations ou certains
pays qui se sont aussi, ou pays, villes qui se sont introduits ou qui se sont investis de manière beaucoup plus significative là, dans les métavers. Si on regarde au niveau pourquoi attendre, il y a cette phrase qu'on répète plusieurs fois. Si le fait d'attendre encore 2 ans, 5 ans, d'attendre que tout le monde y soit rendu, il y a sûrement des opportunités que certaines organisations vont perdre ou certaines organisations vont manquer. Dans d'autres cas, va permettre à d'autres organisations justement de voir les avancées ou comment les autres organisations ont pris place. Mais si on regarde au niveau, et c'est une liste courte là, qui a été publiée par Gartner, on voit que il y a déjà plusieurs organisations qui ont une certaine forme de légitimité et qui sont inscrites et qui développent ces éléments-là. Mais on voit des grands joueurs aussi qui investissent de manière très importante. Si on regarde du côté du commerce immersif, on voit le nom de Alibaba. On voit VRChat aussi, qui est du côté là, de cette mixité-là entre l'espace physique et l'expérience personnelle. Donc, on voit que plusieurs de ces organisations-là commencent à contribuer, travailler avec des gens du domaine pour créer, pour façonner, justement, mettre les premières pierres qui vont permettre à d'autres de s'y intéresser. Un des éléments aussi qui est reproché présentement au niveau des métavers, c'est que plusieurs des représentations peuvent représenter, certains d'entre vous se souviendront là, de ces posters ou de ces cassettes-là de plusieurs jeux qui nous étaient proposés dans les années 80 où on avait une représentation qui nous faisait rêver. Et lorsqu'on mettait à l'action ou en branle le jeu, l'écart entre la réalité qui avait été présentée ou comment elle avait été émise et le rendu, il y avait un écart qui est quand même important. C'est que présentement, on est encore plus à une phase où on présente certaines réalisations ou certaines projections sans vraiment tenir compte des limites techniques. C'est un modèle qui a déjà été utilisé par AT&T, donc c'est pas nouveau. C'est juste que ça met beaucoup d'investisseurs ou d'organisations un peu frileuses de se joindre à cette vague-là qui est présentement présentée ou offerte à plusieurs organisations. Si on regarde une organisation qui vraiment amène ça à un niveau quand même assez élevé, là, je vous invite, si vous avez une chance d'aller voir ce que les gens de Alibaba sont en train de mettre en place de leur côté. Et ce qu'ils créent, ils sont rendus vraiment à créer des environnements. L'événement que vous voyez, là, c'est une exposition qui met en place des œuvres d'art qui vont pouvoir se présenter dans le métaverse. Et il y a aussi de ces présentations-là qui vont être réutilisées, récupérées justement pour mettre en place ce métavers. Donc, de créer justement des environnements. S'il y en a d'entre vous qui sont déjà ont commencé à regarder un peu le visuel, dans certains cas, on est plus près du Minecraft que vraiment d'environnement qui amène justement ce côté plus onirique, beaucoup plus près du rêve, comme plusieurs des représentations qu'on retrouve là, dans les publicités ou lorsque les organisations font des publicités. Je vois qu'il y a une question. L'écart n'est pas technologique au niveau de l'offre. L'écart est en termes de hardware pour les utilisateurs de premier bandwidth. Pour le 5G, oui, ça tout à fait. Pour le côté du 5G, oui, il y a un écart. Puis ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on voit, puis on va en parler à la fin, là, la ville de Séoul est une des premières à justement avoir amené ou vouloir justement créer un jumeau
à la ville de Séoul pour justement permettre aux gens de passer d'un environnement à l'autre et justement d'avoir leurs avatars et de les transférer d'un environnement à l'autre. Si on regarde au niveau des événements, on voit que du côté des artistes, il y a beaucoup d'intérêt. Du côté, c'est peut-être ceux qui ont souffert peut-être le plus depuis le début de la pandémie, mais il y avait déjà cet investissement-là du côté des artistes d'aller justement faire des événements dans les métavers. Donc, ça, c'est VRChat. Ça, c'était Jean-Michel Jarre qui a fait un événement déjà l'année dernière. On a eu cette année encore 2 autres événements. Il y en a eu un en décembre qui a eu beaucoup moins de succès. Donc, il n'a pas trouvé nécessairement son public, mais ce n'est pas nécessairement lié uniquement à la technologie, peut-être au niveau de la promotion ou de comment cet événement-là a été mis en place. Mais de plus en plus d'artistes, de gens qui qui font leur promotion eux-mêmes, pensons à des gens aussi qui utilisent des approches comme Patreon, vont trouver un intérêt de transférer plusieurs de leurs activités vers ce domaine-là. Ça donne une liberté aussi au niveau de la création, une liberté aussi au niveau de comment l'événement va être conduit et la durée aussi de l'événement. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Max Richter, qui a créé un album qui s'appelle Sleep, qu'il a réalisé et qu'il a fait dans des salles de concert. Donc, c'est un album qui dure 8 heures et qui vous accompagne pendant tout votre sommeil. Il y a des événements qui ont été faits où les gens ont été invités à se présenter dans une salle de concert et profiter justement de cet environnement-là d'une salle de concert. Et il y a des discussions pour que ce genre d'événement-là puisse être créé dans le métavers et justement créer une autre dimension. Donc, de créer un autre environnement immersif dans lequel les participants pourraient y trouver leur compte. Donc, on voit que du côté artistique, du côté des événementiels, il y avait déjà des endroits, il y avait déjà des célébrations qui existaient dans l'environnement plus virtuel, plutôt en 2D, un peu comme on parlait tantôt au niveau de Second Life, mais on voit que ces événements-là sont comme beaucoup plus propulsés, beaucoup plus amenés et invités à avoir. On a des endroits qui sont dessinés un peu comme au niveau de Sandbox, où il y a des rues qui sont dédiées aux arts. Donc, on voit de plus en plus d'organisations commencer à investir et acheter ces terrains-là pour permettre de créer des salles de spectacle ou des endroits événementiels. Donc, en plus d'avoir les artistes qui se développent, il y a encore le même phénomène de développement aussi de rues et d'espaces pour faire ces événements-là. Au niveau du travail, on voit que du côté de Teams, il y a la partie via Mesh là, qui va justement permettre d'avoir en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Donc, réalité augmentée, donc rajouter une couche d'information sur la réalité qui est véhiculée ou qui est perçue, soit à l'aide d'un téléphone, soit à l'aide de lunettes. Peut-être certains d'entre vous se souviendront des Google Glass qui avaient été utilisés dans le passé, qui avaient eu beaucoup de difficultés au niveau de l'acceptabilité sociale, mais au niveau du travail, on a vu quand même une bonne adhésion. Donc, on voit que ces réunions-là vont être mixtes. Si on regarde là, présentement, on est encore en train de voir comment on va combiner tous ces éléments-là. Plusieurs organisations, avant la pandémie, n'avaient pas déployé nécessairement Teams. C'est pas tout le monde qui était nécessairement familier à comment on pourrait collaborer sur
un dossier. Oui, il y a certaines personnes qui l'utilisaient. Oui, il y a déjà plusieurs personnes qui étaient déjà familières, mais ce n'était pas aussi élargi. Donc, la pandémie a fait que l'ensemble de la population des travailleurs a été exposée à une certaine forme de virtualité pour obtenir des services. Certains sont restés au travail pour réaliser les travaux, mais le télétravail a amené une très plus large proportion de la population à utiliser les technologies de l'information. On voit aussi que la pression ne viendra pas uniquement au niveau des organisations. Donc, ce n'est pas parce que le métavers est présent ou a certaines formes de percée que les organisations vont nécessairement l'adopter ou nécessairement migrer certaines de leurs fonctions. Mais plus on avance dans le temps, plus il va y avoir de gens dans leur utilisation personnels qui vont utiliser des casques de réalité virtuelle, réalité augmentée, des vestes, des gants. On va avoir de plus en plus cette acceptabilité-là, cette adoption-là des utilisateurs et qui vont mettre de la pression pour que les organisations les intègrent. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait encore plusieurs organisations qui n'étaient pas nécessairement passées au numérique, qui n'utilisaient pas nécessairement ou ne prenaient pas en compte l'utilisation des téléphones intelligents. Il y a encore aujourd'hui, on voit que les organisations nécessairement ne prennent pas en compte les besoins ou les caractéristiques que les bornes interactives qu'on a dans nos maisons, que les sites web soient bien structurés pour permettre justement de bien les gérer. Donc, cette adoption-là risque d'être poussée beaucoup plus par les utilisateurs. Donc, on voit aussi que du côté de l'île du Prince-Édouard, donc ils font une approche de grande séduction où ils utilisent des casques de réalité virtuelle pour justement attirer des médecins pour qu'ils puissent voir comment l'île du Prince-Édouard, comment c'est vivre à l'île du Prince-Édouard, comment c'est évoluer à l'intérieur des différents hôpitaux, des services qui sont disponibles. Si on regarde du côté de l'Ontario, le gouvernement ontarien a donné une subvention aussi importante pour justement intégrer de plus en plus la réalité virtuelle pour attirer des gens vers des métiers au niveau de la construction. Donc, tout ce qui est au niveau du BIM, donc cette capacité-là de voir les différentes couches, comment une maison est structurée. Pensons, on pourrait avoir la couche mur, on pourrait avoir la couche électrique, on pourrait faire des projections. Donc, on amène de plus en plus les gens pour les attirer dans certains métiers à voir comment la réalité virtuelle va pouvoir les accompagner dans leur travail. On voit aussi une utilisation dans certaines organisations. Ici, il y a deux organisations qui sont représentées. Il y a Hyundai et chez Accenture. Accenture a créé le Nth Floor, un niveau N dans son organisation pour justement représenter cet endroit-là où les gens peuvent se rencontrer. Donc, ils peuvent autant socialiser, ils peuvent autant faire leurs réunions, faire des sessions de formation, mais ils se rendent compte que ça a un impact au niveau de l'adhésion, de l'attractivité qu'ils peuvent avoir au niveau des employés. Donc, dans un contexte là, de pénurie, ce changement-là ou cette avenue-là qui a été empruntée par Accenture a un impact là, positif. Si vous regardez pour leur accueil des nouveaux employés, elle va se passer en réalité augmentée, non, en réalité virtuelle, où l'employé va pouvoir rencontrer, voir les différents acteurs qui vont être dans son équipe, donc les différents collègues qu'il va avoir, pourra utiliser soit sa représentation réelle,
donc son visage un peu collé sur un personnage, ou d'utiliser son propre avatar. Et les deux pourront être utilisés indistinctement. Donc, il n'y aura pas un à favoriser par rapport à l'autre. Donc, c'est déjà des changements qu'on voit au niveau des organisations ou comment on va pouvoir justement les aborder. Si on regarde à droite, on voit du Oui. côté de... Oui, oui, excusez-moi. Oui. Ah, oui, il y a du côté de... On voit à droite, là, du côté de Hyundai au niveau des véhicules. Donc, pour faciliter l'appropriation des gens qui donnent le support. Donc, ça permet de décomposer le véhicule. Ça peut rajouter une couche aussi sur le travail que les gens ont à effectuer pour les accompagner. Si certains d'entre vous connaissent OVA, OVA fait un peu le même type de travail. Donc, c'est une start-up qui peut être plus à un niveau peut-être plus organisation. Là, ça fait quelques années qu'ils sont au niveau start-up, qui fait justement de la réalité virtuelle. De leur côté, ils vont accompagner les gens lorsqu'ils gèrent des sous-marins. Ce que ça permet de faire, ça permet d'accompagner s'il y a des travaux à faire, comme vous voyez ici, de rajouter soit des couches de complémentaires sur la réalité qui est présentée, mais aussi permet de voir si la personne a porté le regard aux endroits qui sont nécessaires. Donc, ça leur permet de simuler s'il y a un feu, à quel endroit la personne a regardé. Donc, il y a plusieurs éléments, un peu comme un simulateur de vol, mais d'une manière beaucoup plus immersive, puisque dans un sous-marin, il y a certains éléments là, qui sont plus réglementés pour le côté militaire. Donc, on se demande, là, donc, est-ce que ça va être des métavers centralisés ou est-ce que ça va être multiple? Est-ce qu'on va pouvoir passer d'un environnement à l'autre? Ce qui est souhaité, c'est que chacun de ces environnements-là puisse être interconnecté. Est-ce qu'on pourrait penser à un modèle qui ressemblerait peut-être lorsqu'on utilise ou on adopte les technologies produites par Apple? Donc, on vit justement dans ce garden wall, on a justement cet environnement-là qui est protégé, qui nous donne, qui nous assure d'une interconnexion, d'une complémentarité des différents éléments qui sont bâtis, qui, lorsqu'elle grandit, nous assure d'avoir toujours cette organisation-là. Est-ce que ça va être différents garden wall? Est-ce que ça va être différents environnements fermés qui vont être interconnectés avec des couloirs? Présentement, ce n'est pas encore défini. Est-ce que ça va être des environnements beaucoup plus décentralisés qui vont ressembler peut-être plus à des mini-villes et on va pouvoir justement aller visiter, aller dans cette mini-ville-là, d'aller dans des endroits qui vont être spécialisés. Donc, quand tantôt on vous parlait de concerts, ben, il pourrait y avoir peut-être une section, une rue qui est spécialisée seulement pour l'événementiel. Il existe déjà des sections qui existent pour la mode. Est-ce que ça va être des métavers qui vont être spécialisés uniquement pour les événements, d'autres qui vont être mixtes? Il y a encore ces difficultés-là. Mais il commence de plus en plus à avoir des joueurs majeurs qui commencent à imposer justement comment ça va se passer. Si vous regardez là, au niveau des organisations, là, on reconnaît de plus en plus du côté économie, on voit le PayPal qui s'intègre ou qui a une entrée dans cette partie-là. On voit des organisations de musique aussi qui commencent à vouloir intégrer comment les échanges vont être faits. Est-ce que ça va être des échanges qui vont ressembler peut-être à plus Discord, qui vont être un peu moins structurés, ou est-ce qu'on va être dans des endroits qui vont être beaucoup plus structurés, pensons à des approches qui ressembleraient peut-être plus à Facebook. Donc, on voit qu'il y a une multitude de nouveaux joueurs qui s'introduisent, qui tendent à s'implanter. Si on regarde au niveau là, des terrains en haut à droite, vous avez le Sandbox et Decentraland
qui semblent être les deux leaders là, présentement qui a vraiment dicté le ton pour les différents nouveaux entrants dans le domaine. On voit, tantôt je vous parlais là, de rues qui se dessinent. Ben, sur Decentraland, il y a justement le Fashion Street District. Et il y a déjà des organisations qui ont acheté des tokens que vous voyez ici. Donc, Token a justement acheté des environnements qu'ils souhaitent ou qu'ils pensent qu'il va être en mesure de louer ou de rendre disponibles pour d'autres organisations pour trouver pignon sur rue virtuelle. On voit ce changement-là de plus en plus du côté de la mode. Les grandes compagnies, Gucci ont emboîté le pas. Beaucoup de compagnies au niveau du produit de luxe emboîtent le pas parce que ça permet d'avoir une production de un produit virtuel attaché souvent à un produit physique. Donc, ça permet à la personne, lorsqu'elle achète le produit physique, d'obtenir justement ce produit-là du côté virtuel et de refléter ou d'habiller ou de rendre son avatar beaucoup plus près de sa réalité. Donc, certains d'entre vous diront, ben, c'est ridicule, pourquoi on voudrait habiller un avatar, pourquoi on voudrait y choisir justement des vêtements pour refléter son identité. Beaucoup de gens commencent à percevoir leur avatar ou ce personnage-là comme étant leur jumeau numérique. Est-ce que est-ce que c'est leur jumeau qui est réel? Est-ce qu'ils vont avoir justement cet échange-là? Il y a un autre concept de jumeau numérique, là, on va le voir un peu plus loin, mais certaines personnes commencent à avoir cette partie-là comme étant leur jumeau numérique. Donc, cette personne-là qui continue à évoluer. Peut-être un peu plus près des Sims pour certaines personnes, mais on voit que c'est un changement là, qui est quand même là, important. Et il y a des gens qui aussi commencent à développer au niveau de la mode des produits qui ne se vendent que dans le métavers, qui ne sont réels et qui ne sont disponibles que pour les avatars. Donc, il n'y a pas de pendant physique qui existe. Donc, les Gucci et les compagnies plus de produits haut de gamme, eux, créent justement un item physique et un item virtuel. Et ils commencent à avoir des designers aussi qui développent de leur côté directement du côté du virtuel. Et certaines organisations, c'est peut-être plus du côté de l'Angleterre jusqu'à maintenant, ceux que j'ai vus, qui, elles, développent et vendent à fort prix justement ces produits-là. On dit que pour justement se rendre dans le métavers, ben, toute la technologie est là. Certains d'entre vous parleront du Web 3.0 qui va justement permettre aux gens d'être beaucoup plus propriétaires, de conserver leurs données, de gérer, d'être beaucoup plus d'être beaucoup plus sensible à qui utilise, qui obtient les données. Il est possible de croire que l'annonce qu'a fait Facebook va justement enclencher ou faciliter justement cette émergence-là ou cette poussée-là vers le Web 3.0, mais Elon Musk en décembre dernier, a sapé beaucoup d'investisseurs en disant que le Web 3.0, il ne le voit pas présentement, mais il se demande s'il va arriver. Cette confrontation-là qui existe et qui est ouverte entre Mark Zuckerberg et Elon Musk se reflète aussi dans des échanges là, qui sont plus acrimonieux là, entre les deux parties. Si on regarde au niveau des différentes couches qui vont être mises à contribution
pour justement permettre de mettre en place le métavers. Beaucoup de ces éléments-là vont reposer sur les chaînes de blocs. Il y a une volonté et il y a une nécessité justement d'avoir justement un côté économique pour supporter, pour justement promouvoir et amener des investissements beaucoup plus rapidement. Beaucoup d'organisations voient que le passage de la pandémie, de la COVID comme telle, a amené les gens à se familiariser justement avec ces espaces virtuels-là et de justement en faire une plus grande promotion. Donc, si on regarde, on commence vers la partie plus concentrique, plus vers le centre. Là, tantôt, il y avait quelqu'un qui nommait le 5G là, qui serait une des nécessités. Donc, on voit qu'au niveau de l'infrastructure, plusieurs disent qu'on serait en mesure de justement avancer, d'aller beaucoup plus loin, d'avoir la partie Human Interface, donc d'avoir justement les vestes haptiques, donc ces vestes-là qui offriraient une partie de compression pour le corps, donc pour faire ressentir encore plus l'émotion. On voit aussi les smart glass, donc les lunettes, pensons au Google Glass qu'il y avait eu dans le temps. On arrive avec les agents virtuels, le edge computing, donc il va permettre justement cette décentralisation-là, qui va peut-être permettre justement à ces différents endroits-là d'évoluer à différentes vitesses. Donc, c'est différents métaverses qui pourraient exister. On a la partie, on arrive au niveau de l'espace, donc toute la partie qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Donc, de justement permettre à quelqu'un d'avoir chez lui, d'éviter d'avoir un écran pour travailler, mais justement de travailler directement, soit à partir de ces casques-là, parce qu'ils seront à un poids ou qui seront beaucoup plus faciles à manier. Il y a encore certains casques qui sont reliés à des ordinateurs, mais lorsqu'ils deviendront plus autonomes, plus petits, moins lourds, peut-être qu'il y a plus de gens les utiliseront. Donc, d'éviter d'avoir à faire appel à un écran. Pensons aux écrans courbés qui, présentement, charment de plus en plus d'utilisateurs. Mais si on pouvait le faire justement à partir des lunettes ou de compléter, d'avoir des couches supplémentaires qui se rajouteraient sur l'espace physique où se trouvent les gens. Donc, la partie qui est au niveau du commerce, de comment on va rentabiliser, comment on va justement créer ces échanges-là entre les différentes parties. Je vais avoir quelques exemples là, un peu plus loin là, pour voir comment cette partie-là reste quand même très dynamique et au cœur, pour plusieurs, reste au cœur de la capacité du métavers de se concrétiser. Est-ce que ça va rester plus un environnement virtuel, réalité augmentée, ou est-ce que vraiment on va passer à un autre niveau où ça va devenir ça va être beaucoup plus légitimé, où on va avoir une entrée beaucoup plus massive d'organisation. On va avoir toute la partie qui est au niveau des magasins, de la publicité. Donc, est-ce que ça va être encore justement des magasins physiques? Est-ce qu'on va répliquer tout ce qu'on a dans le physique? On va le répliquer justement dans le virtuel. Peut-être certains d'entre vous ont vu la publicité, le vidéo qui a été fait là, par Walmart, qui était une triste reflet de la réalité. Donc, on voit quelqu'un qui est un avatar se promener dans les allées, rajouter des choses dans son panier et lorsqu'il n'est pas intéressé par un produit, de le rejeter dans un frigo. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reflété une réalité physique uniquement dans le virtuel. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose qui est beaucoup plus évolué, quelque chose qui va être beaucoup plus significatif au lieu de l'expérience et l'appel des sens des utilisateurs ou des gens qui vont visiter. Et toute la partie qui est expérience, qui, elle, va justement structurer, amener
justement cette attraction-là au niveau des utilisateurs. Donc, on a du côté des jeux, ce qui explique là, en partie l'acquisition de Microsoft d'une compagnie au niveau des jeux, au niveau du social, comment les utilisations de YouTube ou de tout ce qu'on connaît comme les médias sociaux, est-ce qu'on va voir comme ce qu'on voit présentement des endroits où on se déplace dans des environnements où il y a un mur, où on voit une vidéo de YouTube, et est-ce que dès qu'on le déclenche, mais ça devient la partie de YouTube qui est présentée, ou est-ce que ça va vraiment être beaucoup plus dynamique? Donc, présentement, on semble beaucoup plus utiliser les fonctions de base, mais pas vraiment se transformer pour répondre là, aux besoins ou aux possibilités que les métaverses peuvent offrir. Il y a le e-sport. Donc, tout ce qui est au niveau du e-sport qui se vit dans des arénas, qui a été grandement affecté. Du côté de la Corée, eux regardent comment on pourrait justement vivre, célébrer justement ces sports-là. C'était contre-intuitif lorsqu'on a commencé à voir justement des événements, d'aller à des événements où on voyait des gens jouer à des jeux électroniques et de les projeter sur des écrans. La pandémie a fait que plusieurs de ces événements-là ont été reportés, mais là, on voit cette volonté justement de recréer une dynamique autour de ces événements-là. Donc, est-ce que ces événements-là vont devenir beaucoup plus virtuels? Est-ce que l'adoption va passer plus vers la Corée du Sud? Il est possible de croire présentement que oui, au niveau de leur adoption ou de leur volonté d'adopter ces technologies-là dans leur utilisation quotidienne. Et au niveau des achats, donc est-ce qu'on va acheter des produits physiques dans cet espace virtuel ou est-ce qu'on va être à acheter des produits virtuels pour notre avatar? Donc, il reste encore certains éléments qui ne sont pas clairs là, dans les organisations. Donc, est-ce qu'on fait seulement reproduire un site web pour que les gens achètent des produits ou est-ce qu'on se produit ou est-ce qu'on s'achète différents types de produits dans cet espace virtuel? On regarde ici, on voit tous les éléments qui sont disponibles, toutes les composantes qui peuvent justement amener à créer ou contribuer justement à cette mise en place là, du métavers. Il serait facile de rejeter en bloc puis de dire bah, c'est qu'un ramassis de toutes sortes d'éléments qu'on a déjà. Est-ce que vraiment on va y trouver des clients? Est-ce qu'on va trouver vraiment des gens qui vont vouloir participer? Je vais avoir quelques statistiques. On pense que dans le futur, il va y avoir quand même une volonté de plus en plus importante d'y participer. Mais un des éléments qui n'est pas à négliger, c'est le fait que, bon, Facebook est un joueur majeur qui fait partie des gamma. Maintenant, on ne dit plus les GAFAM, on parle vraiment des gamma, justement. On a enlevé le F, on a mis le M et on a ramené le Microsoft de la fin au centre. Donc, les gamma, voyant cette volonté-là, Microsoft n'a pas tardé à faire des annonces aussi de son côté. On a vu Google aussi réanimer, essayer de mettre beaucoup plus au goût du jour l'utilisation des Google Glass. Mais on voit qu'il y a des avantages. L'acquisition de Facebook amène justement une réduction de la dimension du casque. Déjà en très peu d'années, on était en mesure de réduire sa dimension, de le rendre beaucoup plus performant, de le rendre beaucoup plus autonome. Est-ce qu'on va en venir à un niveau où ça va devenir une utilisation beaucoup plus courante dans le quotidien des gens? Ça reste à voir.
Un des éléments aussi qui est mis de plus en plus de l'avant, qu'on voit, c'est qu'il y a des compagnies aussi qui, au début, on s'intéressait beaucoup au toucher, donc à la partie physique, aux mains, les gants, le physique, le corps. On voit qu'il y a des organisations qui travaillent à augmenter aussi la qualité de l'image. Si certains ont déjà utilisé des casques, on voit que dans certains cas, les déplacements, la fluidité, il y a des compagnies qui amènent ça vraiment à des niveaux avec des partenariats entre universités, gouvernements et entreprises privées. On voit ça beaucoup plus du côté de Singapour. Il y a des investissements qui sont très importants du côté là, du goût. De leur côté, là, ce qu'ils ont développé, ils ont développé une partie ou une utilisation qui permet, lorsqu'on boit un liquide, de donner l'impression qu'on est en train de boire certains liquides. C'est encore limité. La palette, je pense que la palette est limitée à une dizaine de produits, mais il est possible éventuellement de voir qu'on pourra justement créer cette expérience-là de restauration qui va combiner une partie virtuelle et une partie réelle. On voit aussi du côté de l'odorat, cette compagnie-là a développé aussi des solutions pour le salon. Donc, si vous êtes à écouter un événement en 2D, peut projeter une certaine des odeurs. Est-ce qu'on revient aux odoramas, aux petits scratchs qui ont déjà existé dans le passé? Bon, on arrive avec quelque chose qui est peut-être plus complet, qui permet justement aux gens d'avoir une réalité qui impacte ou qui appelle justement tous les sens. Si on regarde, est-ce qu'on va converger vers un seul métavers? Présentement, ce que Forrester pense, c'est que dans l'utilisation, tantôt on voyait la combinaison des médias sociaux, la combinaison des activités de travail. Il est possible de croire que les gens vont converger plusieurs de leurs activités vers un seul métavers. C'est une projection. C'est un peu une qui ressemble beaucoup à ce que Microsoft amène, mais qui est contredite là, par plusieurs autres voies dans le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que d'ici 5 ans, 25% des gens passeront au moins 1 heure par jour dans les métavers. Donc, soit pour le travail, les achats, s'éduquer, se divertir. Donc, on revient aux 3 grands éléments qui avaient été identifiés au début. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de temps qui va être passé dans ces environnements-là. De plus en plus de temps qui vont être investis par les gens. Si on regarde au niveau des statistiques, on voit qu'au niveau de l'utilisation, de l'adoption, de la percée dans le marché, qu'il va y avoir là, des percées quand même importantes, principalement du côté des pays d'Asie et du côté de l'Amérique du Nord. En Europe, il semble avoir un moins grand appétit pour ce genre là, d'utilisation présentement. Est-ce que c'est parce que on retrouve les plus grandes compagnies au niveau des technologies de l'information, plutôt en Asie et en Amérique du Nord? Ça restera à voir qu'est-ce qui stimule ou qu'est-ce qui amène justement cette adoption-là beaucoup plus grande. Si on regarde aussi du côté de l'éducation, donc les éléments qui, selon le chercheur M. Billinson, qui est quelqu'un qui s'intéresse à la réalité virtuelle depuis très longtemps, de ses interactions, c'est quelqu'un qui a Steve Mann, si certains le connaissent, là, de l'Université d'Ottawa, c'est peut-être pas l'Université d'Ottawa, mais de Toronto, qui est un des premiers cyborgs qui a été identifié. Ils ont plusieurs échanges, mais pour eux, il semble que le côté de l'éducation, pas nécessairement du côté de la formation, mais bien de l'éducation et du travail, seraient les 2 environnements où la réalité virtuelle
va avoir une plus grande percée. Donc, une plus grande propension à avoir des environnements, des endroits où les gens vont se rencontrer justement pour profiter, mettre à contribution les métavers. Donc, un des éléments qui porte à croire pourquoi le monde du travail ou la productivité, tantôt on disait que la productivité aurait peut-être une tendance à baisser puisque les gens, lorsque l'introduction d'une nouvelle technologie, n'ont pas nécessairement toutes les capacités ou on ne déploie pas, n'utilise pas complètement la technologie dans son ensemble ou toutes les facettes qu'elle propose, mais qu'on va voir une progression. Mais on pense que les métavers vont peut-être avoir une plus grande propension à changer le monde du travail, puisqu'on a déjà vécu, on a déjà été poussé, bousculé, amené justement dans ce contexte-là de télétravail par la pandémie. On a vécu les désavantages et ces péripéties. On a vécu ce changement-là qui était nécessaire pour être dans une équipe où on évaluait la partie du télétravail. Ça faisait plusieurs années qu'on évaluait est-ce qu'on utilise un jeton virtuel, un jeton physique. Et en dedans de 2 semaines, on a décidé qu'on passait au jeton physique virtuel. On a complètement accéléré. On a poussé beaucoup de personnes à avoir le plein potentiel, pas le plein potentiel, un potentiel beaucoup plus grand que ce qui était habituellement proposé. On a vu tout ce qui était au niveau des processus numériques qui n'étaient pas de bout en bout. Bon, on a vu toutes les failles ont éclaté, sont devenues des grands fossés. Donc, on voit que le monde du travail pourrait être un qui changerait le plus. Du côté de l'enseignement, aussi, il parlait que ça va changer l'enseignement puisqu'on va pouvoir avoir des professeurs vedettes de certains endroits qui vont faire plutôt des grandes sessions, plus des spectacles. Donc, le côté spectacle au niveau de l'enseignement risque de prendre une certaine propension, mais du côté du travail, on voit qu'il pourrait y avoir là, un changement beaucoup plus important. Si on regarde du côté du commerce de la vente, ben on voit le présentateur. J'ai mis le vidéo. Je vous invite à aller le voir. C'est quand même risible ce qui a été fait, ce qui a été présenté. T'sais, on a reflété un peu ce qu'on a dans le concret. Mais si on regarde du côté, un des éléments qui a amené beaucoup de questionnements ou qui a mis qui a amené plusieurs organisations à se questionner, c'est est-ce que le consommateur est prêt justement à passer dans un achat dans le métavers, puisqu'on n'a toujours pas structuré encore bien présenté, est-ce qu'on achète du physique, est-ce qu'on achète du virtuel? Il y a encore beaucoup de questionnements pour avoir une plus grande adoption. Il y a déjà des gens qui l'ont adopté, il y a déjà les gens qui étaient dans les jeux, déjà des gens qui utilisaient des jeux de rôle dans lesquels ils investissaient, qui avaient déjà mis, mais ce n'est pas encore l'apanage, ce n'est pas quelque chose qui rejoint l'ensemble des utilisateurs. Mais comme vous voyez, là, ça, c'est une représentation. Ça, c'est Decentraland. Là, vous voyez là, des gens comme Art and Entertainment, Entertainment and Art, IKEA, qui ont déjà passé ou qui ont déjà investi ce domaine-là. Au niveau des organisations, ben, au niveau pour redessiner ou pour favoriser justement l'expérience client, l'expérience employé, ici beaucoup plus précisément. Pour l'expérience employée, ça pourrait être une solution au Zoom fatigue. Donc, cet élément-là qui fait que plusieurs se tannent d'assister à des conférences, d'assister à des rencontres,
de participer à des ateliers. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance ou la malchance de participer à des ateliers de design thinking où vous êtes en retrait, vous plongez sur un post-it et vous vous retirez. Donc, vous n'avez pas vraiment d'interaction. Vous ne pouvez pas voir qui est en train de discuter avec qui. Mais des éléments qu'on retrouve qui pourraient être favorisés par cet environnement virtuel-là serait d'augmenter les valeurs de l'organisation, d'avoir une expérience partagée, donc de vraiment être en mesure de façonner, de dessiner justement cette approche-là, de vraiment plus refléter l'ADN de l'organisation dans les expériences qu'on souhaite mettre en place. Développer une culture commune. Est-ce que ça va être une culture complémentaire? Est-ce que ça va être une culture qui va être plus parallèle? Est-ce que ça va être une culture qui va être qui va avoir une certaine différence du côté physique, du côté virtuel? Donc, il y a encore beaucoup de travaux là, qui sont à faire de ce côté-là pour justement rendre réel ou concret là, cette utilisation-là. Mais si on regarde déjà du côté de Facebook et de Microsoft, ils se disent prêts d'accéder à ces environnements-là, de dire oui, c'est sûr que les casques sont encore trop lourds. Est-ce qu'on pourrait les fournir pour une certaine période? Est-ce qu'on utiliserait dans certains moments une période 2D ou des périodes 3D qui seraient beaucoup plus immersives? Donc, est-ce qu'on passerait d'une approche à l'autre dans le travail? C'est tous des éléments qui restent à mettre de l'avant ou à rendre beaucoup plus concret. Répéter l'expérience d'un bureau en personne. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut juste répéter? On veut juste numériser l'expérience qui se vit en bureau? Ou est-ce qu'on veut justement célébrer, amener des nouvelles célébrations dans cet environnement-là? On a aussi la partie des espaces, des bureaux ouverts, bureaux fermés. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des gens à distance? Est-ce que ça va permettre de démocratiser, d'avoir une meilleure approche au niveau de l'EDI, équité, diversité, inclusion? Est-ce que les avatars vont réduire justement les différences, vont rendre beaucoup plus démocratique, ou est-ce que le fait d'être en mesure d'acheter des éléments pour habiller, revêtir votre avatar vont maintenir encore ces éléments-là au niveau des différentes classes. Un des éléments qui est déjà adopté par quelques organisations, c'est le Digital Twin. Donc, c'est ce qui permet de faire une reproduction de quelque chose qui est physique, d'en avoir une version virtuelle et de pouvoir la faire évoluer dans d'autres conditions, de voir quels seront les impacts. On voit du côté de l'ingénierie, donc du côté de l'utilisation des moteurs. La NASA était dans les premiers, justement, à faire ces simulations-là. Donc, de permettre de faire des projections, de voir quelle serait l'évolution, quels seraient les impacts en changeant certains paramètres. Au niveau de la construction et de l'architecture, pensons à des éléments comme le BIM, donc qui permet justement de voir les différentes couches ou dans une maison physique, donc de voir les planchers, les poutres de soutien, de visiter des environnements ou des extensions qui ne sont pas encore physiques, donc en revêtant le casque, de pouvoir justement visiter ces environnements-là, de pouvoir apprécier, de voir ces différences-là. Ça pourrait être c'est des éléments qui sont déjà utilisés dans certains contextes, mais d'une manière quand même limitée. Mais là, on pense qu'il va y avoir une projection qui va être beaucoup plus grande. Au niveau du voyage, de l'hôtellerie, donc de justement avoir cette capacité-là
d'avoir l'environnement physique que vous allez visiter, de pouvoir le visiter actuellement sans vous déplacer, de pouvoir le voir à différents moments dans le temps. Donc, d'avoir justement cette projection-là, de voir si on le faisait évoluer vers différentes approches, différents contextes. Pensons de New York, de faire évoluer New York de manière plus positive, moins positive, de voir les déplacements aussi à l'intérieur d'une ville. Donc, c'est utilisé beaucoup du côté du commerce de détail. Ça permet de voir l'environnement physique, de faire des projections, de pousser, de voir les comportements actuels et d'avoir une lecture projetée sur la réalité à laquelle on assiste. On a du côté de l'adoption un endroit qui est dans les premiers à justement avoir créé cet environnement-là. Un jumeau de leur ville, c'est Séoul. C'est un projet qui devrait durer en principe 2 ans à 3 ans. Ils font un appel à la population, tous ceux qui sont au niveau des technologies de l'information, s'ils veulent contribuer pour justement changer, améliorer, amener beaucoup plus loin la ville. Donc, on est encore dans des approches qui sont très limitées. On visite les corridors, on peut visiter les métros, mais se bâtit tranquillement tout le reste là, de la ville qui est plus en surface. Il y a les Barbades qui ont justement, eux, décidé d'avoir leur ambassade dans le métavers pour permettre justement de recevoir des gens qui souhaiteraient avoir un visa, de les accompagner. Donc, c'est peut-être une approche qui va peut-être être utilisée par d'autres organisations au niveau du service à la clientèle, des approches au niveau plus du conseil. Donc, au lieu que les gens aient à se déplacer, ils peuvent se rencontrer dans cet environnement-là. Et l'autre élément aussi qui est intéressant qu'ils veulent développer, c'est lorsqu'il y a à avoir des échanges avec d'autres ambassades. Donc, au lieu d'avoir à faire des déplacements ou d'avoir des gens en résidence, de pouvoir utiliser le métavers comme étant un espace qui serait beaucoup plus neutre, qui permettrait aux gens justement d'échanger ou de vraiment faire évoluer les relations. Donc, on voit que du côté de la société, on est encore au balbutiement. On voit que peut-être du côté de l'EDI, on va justement avoir une approche qui est beaucoup plus inclusive, beaucoup plus démocratique. Donc, on voit qu'il y a des changements qui vont prendre place de plus en plus. Donc, je reviens pour l'analyse d'affaires. Ben, l'élément qui, à mon avis, reste le plus intéressant au niveau là, de l'analyse d'affaires, c'est de rester vraiment en contact, de voir ces projections-là qui permettent justement d'établir des cibles, d'établir des orientations vers lesquelles on souhaite aller, qui vont amener justement une structure ou permettre de rêver plus grand que ce qu'on a présentement. Lorsqu'on parlait de transformation numérique, il y a quelque temps, on avait les natifs du numérique qui donnaient justement le ton. On avait les gens avec le patrimoine qui avançaient à leur vitesse selon leur capacité. Mais peut-être que cette projection-là, cette capacité-là de se projeter va justement permettre de rêver, d'amener, d'élever un peu plus peut-être cette approche-là, mais de vraiment voir ça comme une nouvelle façon ou un changement beaucoup plus important sur comment on interagit avec les technologies de l'information. Ce qui m'amène sur ma conclusion, est-ce que c'est la prochaine espace qui devrait être visité, demeuré d'attention pour les gens en analyse d'affaires sera les neurotechnologies? Peut-être. J'espère que cette initiation-là a pu
créer un certain intérêt. Vous avez les sources qui ont été utilisées. Ça vous permet aussi de poursuivre, d'aller plus loin au niveau de la réflexion. Puis peut-être que cette conférence-là, dans 6 mois, avec les changements qu'on a vus en 3 mois, peut-être que tout ce que j'ai dit ne tiendra plus, ou peut-être qu'il y a plusieurs de ces éléments-là qui vont se confirmer puis qui vont prendre racine dans plus d'organisation. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Franchement, tu as livré beaucoup plus que ce que tu avais annoncé. C'était très, très riche et je pense que ça donne une bonne théorie et une bonne aussi l'utilisation potentielle de tout ça. On va prendre quelques minutes pour prendre des questions. Là, il y avait beaucoup de matériel, donc il y en a qui ont une journée dans le corps. Peut-être une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Vous pouvez ouvrir votre micro, là, puis on va en prendre une ou deux, puis on va passer au tirage. Juste un commentaire. Avant de venir à la conférence, j'ai été dans mon cas jouer une game de mini-pot. Alors, ça m'a permis de me dégager de ma journée de travail et de me mettre dans un bon état d'esprit pour écouter ta conférence, Alain. Merci. Bon, ben, on te remercie encore, Alain, puis là, on va passer, je vais reprendre le contrôle, je vais présenter les questions c'est très simple. Donc, deux questions, on cherche deux mots qui ont été prononcés à plusieurs fois. Donc, on va faire tirer les deux livres qui sont ici. Donc, lorsque le premier qui va répondre dans le chat, la première bonne réponse, c'est le gagnant. Donc, on va regarder notre chat et on va arriver à nommer le gagnant. Vous aurez juste à nous transmettre vos coordonnées puis on va vous envoyer les livres qui sont ici pour chacune des questions. Donc, première question. Quel est le nom de la dernière couche? Quel est le mot qu'on cherche ici? Et ça rentre. Et on aurait déjà une gagnante qui serait Karine. Ce qu'on cherchait à trouver, c'était la couche expérience. Exactement. Donc, très bonne écoute. Et un deuxième mot, ici, vous êtes prêts? Quel est le mot qui manque dans la phrase ici? C'est un peu plus difficile. Et encore une fois, on a une gagnante. Le mot qu'on cherchait, c'était immersive. Donc, une expérience qui est spectaculaire et immersive. Je pense que l'expérience immersive, on pourrait même prendre les deux mots puis les mettre ensemble. Et je pense que c'est ce qu'on veut réussir à faire avec les métavers. Donc, encore une fois, merci Alain, merci. On va afficher la présentation et la vidéo aussi. La conférence va être enregistrée. Donc, on va la mettre sur notre site web. Donc, vous pourrez la partager ou vous référer au matériel de Alain. Et on a atteint encore une fois notre ratio de 50% de participants versus les inscrits. On vous remercie beaucoup. Ça nous encourage à continuer à faire des événements comme celui-ci. Donc, bonne soirée et on se voit le mois prochain. Merci beaucoup.